Bonjour à tous, bonjour Marie. Bonjour Mathieu, merci pour Écoute, l'invitation. bienvenue. Je suis ravi de t'avoir avec nous. Vraiment bienvenue sur ce nouveau podcast, nouvel épisode Cargo Family. Donc Marie, on va rapidement, très rapidement te présenter, te laisser la parole. Je voulais juste rappeler les mentions légales pour commencer. Donc Cargo Family, le podcast. Aujourd'hui, Cargo Family, c'est le premier site d'emploi 100% dédié au transport logistique. C'est uniquement pour notre secteur d'activité. Et quoi de mieux pour vous aider à trouver un job que de faire intervenir les experts du secteur pour s'informer, pour suivre un petit peu l'évolution. Donc on vous donne la parole. Un podcast 100% cargo, 100% transport. Marie, bienvenue. Est-ce que tu peux nous dire rapidement ce que tu fais et de quoi on va parler aujourd'hui? Alors déjà, je te le redis, merci pour l'invitation. Ça me fait très plaisir d'être ici et de pouvoir discuter avec toi sur le sujet de la douane. Donc, pour me présenter rapidement, du coup, je suis Marie, je suis consultante en douane indépendante et cofondatrice d'un logiciel douane. Donc aujourd'hui, on va parler douane, on va parler accompagnement réglementaire, etc., optimisation douanière et aussi douane et IA. Voilà un Bon, petit peu. écoute, moi, ce qui m'intéresse, c'est que déjà, on va parler douane. D'ailleurs, petite parenthèse, vous êtes très nombreux de la douane à venir sur le podcast parce que c'est vraiment un sujet en ce moment qui est au cœur de l'actualité avec les droits de douane ou autres. Donc, tu vois, j'ai choisi, franchement, j'ai vraiment choisi les invités. Et ce qui m'intéressait de te recevoir, c'est que tu as à la fois cette casquette consultante, donc en freelance, donc tu as créé aussi ta société, tu crées aussi une start-up digitale autour de la douane. Donc rassurez-vous, on va pas trop parler technique, je ne veux pas faire peur aux gens, on va plus parler état d'esprit, création, nouvelles technologies, IA aussi, je crois qu'il y a de l'IA dans ta nouvelle structure. C'est ça, exactement. Ok, alors pour commencer, dis-nous la question que je pose à tous mes invités, comment tu arrives toi dans ce domaine? Est-ce que tu arrives par hasard? Comment tu découvres la douane ou le transport? Alors, moi, on va dire que c'est un parcours très scolaire. Je suis à la base d'un BTS commerce international et je me dirige en fait dans mon parcours scolaire rapidement vers la douane. C'est un secteur qu'on connaît pas du tout et notamment quand on a 20 ans, donc enfin 19 ans à l'époque. Donc effectivement, moi je me retrouve vite dans ce secteur parce que à force de faire des salons, etc., je découvre un peu ce monde-là qui me paraît quand même très intéressant. Je fais du coup la formation directement de l'ISTELI, déclarant douane et conseil en bac+3. Et du coup, j'arrive tout de suite en alternance en fait dans une entreprise en tant que commis en douane pendant un an. Je reste longtemps dans cette structure, enfin je reste 2 ans et demi, quelque chose comme ça. Chez qui? C'est chez Et qui? finalement, pardon, Pardon, c'est chez qui là? J'aime bien avoir un peu de nom, voir un peu le. c'était chez Expeditors. Ok, d'accord. Donc tu commences tout de suite chez un transitaire commissionnaire. Et donc commis Exactement. en douane, pour les gens qui connaissent pas, ça veut dire c'est pas déclaré en douane. Qu'est-ce que tu fais très rapidement quand tu es commis en douane? En fait, en tant que commis en douane, moi justement, ce que je faisais, c'est on fait de la saisie de déclaration en douane, toujours sur validation d'un superviseur, donc d'un déclarant en douane ou de notre manager direct. On rentre pas forcément dans la partie conseil, optimisation, relation client plus poussée, on va dire. On est vraiment sur la partie voilà saisie de la déclaration, mais toujours sous supervision. Donc avant d'être déclarant en douane, il faut que voilà on puisse avoir un minimum confiance en ses capacités. Moi, j'étais encore en alternance, donc forcément, c'était sur cette année-là, en tout cas, je gardais le statut de commis en douane et pas déclarant du coup. C'est comme ça que ça fonctionnait en tout cas chez nous, chez Expeditors à ce moment-là. Ok, écoute, je te remercie pour le détail. C'est intéressant quand même de préciser. La douane, c'est un métier qui attire, mais c'est vrai que souvent, il y a des formations de déclarants en douane et je pense que c'est bien de le dire. On commence pas déclarant confirmé, on va pas tout de suite passer les déclarations ni faire du conseil. On commence comme tout le monde, tout en bas de l'échelle. On commence à faire un peu de déclaration. Je crois que c'est toi aussi qui va à la douane et qui prend la petite voiture et qui fait Aussi, le ouais, tour. effectivement, on y va, mais toujours accompagné, mais on y va aussi, c'est ça. Donc voilà, comme je dis souvent, tu sais que nous on forme aussi des agents de transit sur Cargo School, notre partenaire, et je leur dis souvent allez-y step by step. C'est bien, il faut vouloir évoluer, mais partez d'en bas, formez-vous, et je pense que c'est vraiment dans la douane encore plus vrai que dans le transit. C'est ça, ça reste un métier qui est réglementé, qui est très encadré, qui fonctionne avec forcément des codes, le code des douanes de l'Union, donc un code de droit, de loi. Donc effectivement, il y a une partie réglementaire qui est hyper importante. Et c'est vrai que, on va dire, de se former via une école comme l'ISTELI ou via d'autres organismes qui existent pour faire des formations aussi de déclarants en douane,
ça permet de prendre ce temps-là qui peut pas toujours être alloué en entreprise, vraiment de se former sur cette partie réglementaire. On va dire qu'on peut se former sur le tas, bien sûr, il y a des déclarants qui se forment au fur et à mesure, etc. Mais c'est vrai que ça peut prendre plus de temps vu qu'on peut moins se concentrer sur vraiment la formation, apprendre les textes, comment ça fonctionne, etc. Et on va apprendre plus au fil de l'eau, plus les process de l'entreprise que vraiment la douane en général et toute la partie douane réglementaire. Donc c'est vrai que c'est très intéressant ce genre de formation. Et moi, ça m'a appris beaucoup de choses, donc c'était super de pouvoir mettre ça en relation avec mon travail quotidien. Donc je recommande pour les personnes intéressées en tout cas. Bon, tu vois, Listelli, on leur fait souvent de la pub, mais c'est vrai, ils sont Oui. bien présents, ils ont des formations vraiment 100% transport, donc forcément, Mhm. c'est un partenaire. Donc, ça te plaît? Comment tu avances alors après cette licence? C'est ça, une fois que tu l'obtiens, C'est tu ça. restes dans la douane, ça veut dire que vraiment, ça y est, t'es déjà piqué ou c'est juste tu suis un peu le chemin? Non, effectivement, c'est quelque chose qui m'a vraiment intéressée. C'est vrai que pendant l'année d'alternance, et notamment, moi, j'ai eu la chance de le faire chez Expeditors, qui est un grand transitaire. Donc, on peut voir aussi plein de services, que ce soit plein de métiers différents, agent de transit, commercial, etc. On voit un peu plein d'aspects du métier de transport, mais c'est vrai que moi, je reste attirée par le domaine de la douane, de par la complexité du domaine. Je sais que c'est complexe dans d'autres domaines aussi, mais c'est vraiment cet aspect complexité réglementaire que je trouve super intéressante en fait finalement. Donc je reste dans ce domaine, je continue avec eux pendant plusieurs années. Et Ok, ensuite, j'ai une autre opportunité sur Lyon toujours pour aller chez un chargeur. Donc là, c'était chez Renault Trucks à Vénissieux. Donc ok, du coup, de changer un petit peu de paysage, c'est-à-dire, bah, je ne fais plus des déclarations pour nos clients, mais je travaille directement pour le client. Donc je fais les déclarations du même client tous les jours. Donc voilà, pour voir un petit peu un aspect différent du métier. Donc ça reste, on va dire, sur les tâches quotidiennes, quelque chose d'assez similaire, mais du coup, on va rencontrer d'autres problématiques, on va avoir d'autres besoins, etc. Donc c'était pour essayer aussi de diversifier un petit peu ça et d'aller vers autre chose. Et je reste aussi pareil une année et je vais ensuite avoir une opportunité en région parisienne ok. où là, du coup, on va me proposer de créer un service douane et vraiment de prendre la tête de ce service à ce moment-là. Donc, grosse opportunité à mon âge et à mon expérience parce que c'est vrai que voilà, c'est compliqué de trouver des postes un petit peu plus haut placés dans ce milieu avec, on va dire, moi j'avais à l'époque 4 ans d'expérience, quelque chose comme ça. Et en plus, Marie, toi, donc, à la base, t'es lyonnaise, c'est Oui, ça? T'es c'est pas ça. parisienne. Donc là, t'as l'opportunité, mais c'est un changement de vie. Oui, totalement, ouais, ouais, parce que c'est vrai que moi, je suis à Lyon depuis le début de mes études. Je suis née à Ok. Lyon, j'ai vécu à la campagne, pas loin de Lyon. Je retourne pour faire mes études et pour travailler à Lyon. Donc là, c'est vraiment changement de vie, mais voilà, opportunité qui me dit bon, de laisser ma petite routine pour essayer de quelque chose de totalement nouveau, que ce soit dans le quotidien et dans le travail. C'était quand même une très belle opportunité de pouvoir faire ça, c'est sûr. En tout cas, c'est un Donc, sacré challenge, hein. Enfin, j'imagine quand tu es jeune comme ça. Déjà, tu sais, quand tu prends un challenge professionnel, bah, tu as toute la pression qui va avec. mm, Et en plus, tu sors de ton cadre un peu, j'imagine, enfin, les amis, la famille, donc c'est ça. donc ça m'étonne pas. J'attends de voir la suite, mais derrière, une fois que tu as fait ça, à mon avis, C'est c'est bon, ça, t'es ça a lancé. lancé un petit peu. Donc c'est vrai que là, c'était hyper intéressant parce qu'on était vraiment sur un poste, on va dire, plus stratégique. C'est-à-dire, il y avait des décisions à prendre, il y avait des choses à mettre en place avec les douanes. Donc c'était vraiment moi le point de relation avec les douanes pour créer tout un service. En fait, c'était un commissaire de transport qui, à la base, sous-traitait toutes ces opérations douanières Mhm. et qui a voulu en fait les intégrer. Donc il leur fallait une personne effectivement pour pouvoir mettre en place tout ça parce que effectivement, avant de pouvoir se lancer à faire des déclarations de douane, il y a quand même beaucoup de choses à mettre en place. Il faut des autorisations, il faut des garanties, il faut des conventions. Donc, il faut aussi analyser les flux, savoir ce qui va se passer, de quoi on va avoir besoin. Donc, il y a vraiment une grosse partie préparation. Donc, vraiment, de pouvoir prendre la tête de ça et de travailler là-dessus, ça a été pour moi super, super intéressant. Pardon. Et ça a un petit peu aussi déclenché cette envie d'aller plus loin dans le métier de déclarant douane et vraiment de pouvoir être dans le conseil. Ça m'a juste ouvert à ça et ça a été vraiment une super opportunité. Je suis restée dans cette société pendant presque 3 ans. Ok. Je continue un petit peu à travailler avec eux, mais je pourrais en parler un petit peu après. On a le droit de les citer ou pas? Oui, oui, tout à fait. C'est MTI Express, du coup. Ok, C'est une petite structure. Non, il y a quand même un petit peu de monde. Ils sont une vingtaine ok, c'est bon. en région parisienne. Voilà, qui s'occupent Voilà. surtout d'envoi express et aussi un petit peu d'affrètement. Tu sais,
je retiens un peu cette expérience parce que, bon, forcément, déjà, on l'a dit, nouveau challenge, mais tu m'as dit que tu étais là à la création. Et en fait, je pense, pour l'avoir vécu, moi, à la création d'un service, moi, j'étais dans le transit, hein. Mm. C'est vrai que la douane, c'est pas du tout mon truc à la base. Je suis plus côté transit, mais plus vous m'en parlez, plus je me dis, ok, c'est quand même complexe. C'est ça. On fera un autre podcast sur ce débat-là. Et en fait, Exactement. moi, j'étais à la création d'un nouveau service. On venait d'avoir, j'étais chez UTI, un transitaire qui était depuis racheté par DSV, comme beaucoup. Et j'étais à la création, on venait de récupérer un flux qui s'appelle le flux Safran. Et en fait, j'étais là à la création du service. Alors, je ne l'ai pas créé à l'époque, j'étais juste dans l'équipe, mais d'avoir pu mettre en place et améliorer les process, avoir voilà, vu les axes d'amélioration. En fait, je pense que c'est une des expériences qui m'a le plus aidé en termes Mm. voilà, en termes d'expérience, de compétences. Donc, j'imagine que toi, tu avais déjà la technicité de la douane grâce à tes déclarations. Là, tu vois un autre côté. Mise en place des process, j'imagine qu'on parle d'OEA pour ceux qui connaissent, comment ça s'appelle, les cautions douanières, des choses comme ça. Tu as vu tout ce côté-là? Toutes les garanties, toutes les Les autorisations, garanties, merci. le dédouanement centralisé pour pouvoir dédouaner un petit peu de partout en France. Et puis, comme tu l'as dit, en fait, c'est vraiment de pouvoir être là, de voir les axes d'amélioration et surtout d'avoir une voix là-dessus et de pouvoir améliorer les choses. En fait, ça change vraiment, enfin, ça fait vraiment une différence. C'est vrai que des fois, quand on est voilà en poste, forcément, en tant que déclarant, qu'il y a des process qui sont pas toujours les mieux, qu'on pourrait optimiser, on a forcément un avis là-dessus, mais on n'est pas décisionnaire là-dessus. Donc, c'est vraiment cette partie-là qui était hyper intéressante, c'était de pouvoir façonner vraiment le service et le fonctionnement du service, en fait, comme il me semblait le mieux. Donc ça a été une expérience vraiment hyper intéressante pour moi là-dessus. Donc voilà, le service a pu être monté, on a travaillé sur ce service-là, il y avait des Combien de déclarations. personnes? Excuse-moi, combien de personnes tu avais dans ce service-là? Alors du coup, il y avait moi et une autre personne. Donc une autre personne qui était interne, qui n'était pas du tout de la douane à la base, que j'ai formée du coup et qui a également, qui est encore en cours de formation parce qu'on avait fait une formation interne vraiment et le but était de pouvoir aller plus loin et d'avoir une formation qui serait reconnue pour le critère OEA justement. Donc la personne est en train de faire cette formation là parce qu'il y avait et il y a toujours cette envie de la société d'être OEA. Donc du coup voilà, je travaille toujours avec eux là-dessus justement et on est sur ce process là avec cette autre personne. Ok. Alors, la question que je me pose, donc là, l'opportunité est intéressante. Donc, tu restes quelques années C'est ça. et tu restes pas. Il y a encore quelque chose, une nouvelle opportunité. Il Qu'est-ce qui se se passe? passe autre chose, effectivement. Donc, il y a une nouvelle opportunité. Je pars un moment, donc je suis en poste et j'ai mon copain, du coup, qui lui est UI UX designer, donc designer produit, qui a une opportunité, en fait, de travail à Montréal. Donc, à la base, c'est une opportunité de 2 mois. Donc, j'ai eu l'autorisation de mon supérieur de pouvoir aller travailler à Montréal pendant 2 mois avec lui, Ok. qui était une super opportunité. Et encore merci aujourd'hui de sa part de m'avoir autorisé à faire ça. Et du coup, donc on travaille à Montréal tous les deux à distance. Lui a la société à Montréal, il travaille avec des bureaux aux États-Unis également aussi. Et en fait, après ces 2 mois-là, on rentre en France tous les deux. Et on se dit, c'était quand même sympa de pouvoir travailler à distance. Lui a l'habitude depuis quand même plusieurs années de travailler à distance. Il travaille avec des sociétés aux États-Unis, des sociétés en Europe, etc. Donc, il connaît bien ce train de vie un petit peu digital nomade, si on peut dire, mais tout en Mhm. restant toujours au même endroit. Donc, c'est vrai que moi, ça m'a juste donné un petit peu ce goût-là. Et en fait, donc on part fin 2023 sur ces 2 mois. Et après, courant de l'année 2024, moi, je décide de faire ma demande du coup de visa au Canada. Donc, c'est vacances-travail, c'est un visa de 2 ans qui est octroyé aux Français. Ok. Et je suis acceptée en fait à partir du mois de février. Donc, j'annonce ça à mon entreprise, effectivement, que voilà, j'ai l'opportunité de pouvoir aller travailler à Montréal. À la base, je me dis pas que je vais forcément garder mon poste ou continuer dans la douane à ce moment-là. Je me dis plus, je trouverai un poste à Montréal, que ce soit dans le transport, même apprendre un petit peu la douane là-bas, c'est possible. Je sais qu'il y a des opportunités de travail dans ce secteur en tout cas. Donc, je pars plus dans cette optique. Et ma société, justement, me propose de continuer à travailler avec eux en mi-temps. Donc, Mhm. du coup, de pouvoir travailler moi le matin, eux l'après-midi ensemble et de garder comme ça un contrat, moi, le temps que je fasse autre chose.
Et en parallèle, j'avais déjà cette envie de me lancer dans le conseil en freelance. Donc, ça me laissait une opportunité d'avoir un revenu en mi-temps et Mhm. pouvoir démarrer une activité freelance de conseil à côté, en douane. Attends, là, il y a beaucoup d'idées parce que moi, attends, je suis curieux déjà. Vraiment, déjà, j'ai pas eu beaucoup de personnes qui sont parties travailler à l'étranger. J'en ai qui sont parties à Dubaï, là, une personne qui Mhm. doit nous on doit en parler. Qu'est-ce que, euh, qu'est-ce que vous avez aimé à Montréal? Est-ce que c'est juste le fait de changer d'environnement ou vraiment vous avez eu un coup de cœur pour cette ville? Attends, j'ai d'autres questions en même temps. Ça parle français, c'est bien ça? Est-ce qu'il y a des transitaires? Est-ce que tu avais étudié le marché? Bon, voilà, j'ai trois, quatre Ouais. questions en même temps. Alors, effectivement, déjà, Montréal, c'est vrai qu'on y était allé en vacances, on y avait passé ces 2 mois, donc on avait vraiment un attrait pour cette ville qui, malgré l'hiver, est une ville très très agréable à vivre. Et franchement, les étés sont super bien. Il y a une grosse communauté d'expatriés français aussi à Montréal. C'est une ville où on parle français. Donc Ok. c'est vrai que moi qui n'étais jamais partie vivre à l'étranger très longtemps, j'avais fait un stage de 2 mois à l'étranger, c'était la plus longue période que j'avais fait à l'étranger. C'est quand même très rassurant et je pense que beaucoup de Français partent là-bas parce qu'il y a ce côté pas trop dépaysant. On est un peu en Amérique du Nord, donc c'est super cool. Il y a beaucoup de Français, on parle français, donc voilà, c'est quand même très rassurant. Et c'est vrai qu'en fait, c'est avant Montréal, c'était vraiment l'Eldorado du travail, n'importe quel domaine, etc. Ça a un petit peu changé ces dernières années, mais le secteur du transport reste un secteur où ça recrute énormément en général. Donc, il y avait pour moi pas de problème de pouvoir immigrer là-bas et de trouver un travail dans le secteur du transport, de la logistique, de la douane. C'est vrai que je suis spécialisée en douane, mais j'avais quand même quelques connaissances. Je pense que j'aurais pu trouver quelque chose. J'avais commencé à faire des demandes, etc., envoyer mon CV. Il y avait de l'intérêt, donc ça m'a rassurée en me disant, bah voilà, si je me lance en freelance, mais que j'ai du mal à démarrer, que j'arrive pas, j'ai mon visa de travail, j'ai la possibilité de rester ici et de travailler ici. Donc, ça a été un choix qui a été fait comme ça, en fait, tout simplement. Et puis je pense après, tu me diras si je me trompe, mais le fait qu'il y ait ton copain qui ait déjà un contrat fixe, enfin prévu, je Mm. pense que ça aide aussi à se dire, bon bah on a un sur deux qui a déjà un contrat, bah j'y vais. Et puis effectivement, voilà, j'ai des compétences, j'ai des connaissances. Je pense que Mm. le risque, bon, il n'y a pas vraiment de risque hein, dans notre secteur, il y a toujours mais Ouais. je pense que ça motive forcément. Euh, ok, donc juste avant d'avancer, si tu es toujours tu travailles toujours à Montréal aujourd'hui. Là, Oui, c'est on se ça. parle, t'es à Montréal. Moi, il est 16h20 et chez toi? 10h20. Ok. Bon, c'est la Bon, matinée. Mais oui, bon, bah, oui, toujours. c'est sympa que tu t'es levé tôt pour être avec nous. Oh, oui, j'ai l'habitude, hein. En travaillant avec la France, forcément, on s'adapte. Bon. Et bien, je vais partager mon expérience. Moi, tu sais, je suis parti en 2011. Je suis parti à l'étranger, je suis parti pas loin. Je suis parti qu'en Angleterre. Mm. L'Angleterre, c'est un peu pareil. Bon, ça parle anglais, mais par contre, grosse communauté de Français et en plus, c'est pas loin. Donc, quand tu as un petit coup de blues, tu prends l'Eurostar ou alors quand t'as pas trop d'argent, tu prends le bus. C'est ça. La petite anecdote, c'est que tu sais, j'avais triché. En fait, j'avais fait refaire mon CV en anglais par ma responsable à l'époque. Donc, j'ai eu au moins 4 ou 5 entretiens chez des transitaires. Et donc, je me suis dit, bon, bah, je suis refait, je vais arriver des Et jobs là, tout de suite. Et en fait, mon anglais n'était pas opérationnel, donc j'ai loupé tous mes entretiens et j'avais besoin de travailler et je suis allé vendre des sandwichs dans un espèce de snack dans une des gares. Et j'ai mm. fait ça pendant 3 mois, alors que j'étais superviseur en transit. Je sais pas si tu imagines. Non, Et mais là, c'est sûr, hein, c'est sûr, et- c'est compliqué quand on arrive. Les ouais, diplômes, en plus, sont pas toujours reconnus. Donc, il y a plein de personnes qui se retrouvent dans ces situations-là, que ce soit à cause des diplômes non reconnus, de la langue étrangère, parce que Montréal, ça parle français, mais il faut être bilingue anglais pour pouvoir travailler dans les secteurs comme le transport. C'est déjà en France, c'est presque obligatoire, mais là-bas, c'est obligatoire à 100%. Donc, c'est sûr que ouais. effectivement, c'est des critères où il faut faire attention et pas y aller sans se poser Bon, de questions. après, je pense que de toute façon, après, c'est mon avis. Je pense que si tu as le mindset de se dire, je sais où je veux aller et Mm. c'est pas grave. Moi, je m'étais dit, bah, c'est pas grave. En fait, si je passe par la phase, je vais vendre des sandwichs, mais je vais parler anglais. Et puis, de toute façon, la fin de l'histoire, c'est que j'ai fini dans le service marketing à la City. Tu vois, tout est possible en Angleterre. Rien à voir avec le transport pourtant. Oui, Mais je pense que si tu pars comme toi dans un mindset, écoute, j'ai des compétences. Quoi qu'il arrive, je vais réussir à travailler et puis j'obtiendrai après le poste que je veux. Il n'y a pas de raison, en fait. c'est ça. Mm. Et puis vraiment, moi, finalement, le but en soi de partir, c'était aussi d'arriver à me lancer en tant qu'indépendante, en fait. Moi, j'avais quand même cette envie-là, parce que voilà, c'est vrai que mon copain avait du coup des contrats, lui, avec les États-Unis. Il travaillait en freelance, en fait, donc
le fait d'être à Montréal l'aidait beaucoup pour la time zone et le plus de décalage horaire aussi compliqué. Entre Los Angeles et New York, il avait 3 heures de décalage, alors qu'en France, c'était entre 6 et 9 heures. Très compliqué. Mhm. Et effectivement, moi, je me disais, bah voilà, avec 6 heures de décalage, je peux essayer de travailler avec la France, on va voir comment ça fonctionne, etc. Donc, j'essayais de me lancer en parallèle, d'avoir justement ce poste à mi-temps que j'avais pu garder pour un peu plus de sécurité et être plus sereine à Montréal. Et puis finalement, je me suis lancée du coup quand même début 2024 avant de partir en France. Mais on va dire que c'est vraiment sur l'été 2024 où j'ai commencé à avoir des retours et où ça a pu commencer vraiment à marcher, à fonctionner, à avoir les premiers clients. Donc ça a été un peu un soulagement de voir que ça fonctionnait, que ça intéressait vraiment les gens d'avoir des conseils en douane de la part d'une consultante externe, même en étant à Montréal. Donc voilà, c'est quelque chose que je disais à mes clients, hein, j'étais assez transparente là-dessus, je travaille depuis l'étranger, je suis disponible de telle heure à telle heure. Euh, voilà, eux c'était ok, tant que je les aidais, ça leur allait quoi. C'était un petit peu ça la conclusion. Où que vous soyez, tant que vous pouvez m'aider, ça me convient. Ça a l'air Donc facile. Franchement, vraiment, quand tu racontes, ça a l'air facile, alors que j'imagine que ça l'est pas. Mais donc, clairement, aujourd'hui, quand tu allais voir, enfin, à ce moment-là, donc 2024, c'est ça? oui, c'est ça. Donc, tu dis, OK, je suis freelance, tu as le statut, tu t'ouvres, enfin, je sais pas quelle structure tu ouvres, en tout cas. Et donc, tu vas voir tes clients, tu leur proposes quoi? J'ai entendu du conseil. Est-ce que tu fais encore des déclarations pour eux ou est-ce que tu es vraiment sur la partie conseil? Qu'est-ce que tu vends? C'est quoi ton offre à ce moment-là? Alors du coup, moi, je suis vraiment partie sur la partie conseil uniquement. C'est-à-dire que justement, par l'opportunité que j'avais eu à Paris et d'aller un petit peu plus loin dans le métier de déclarant et de vraiment pouvoir rentrer dans ce conseil-là, c'est vraiment le conseil qui m'attire. Je m'en rendais déjà compte au début de ma formation que c'est vraiment cette partie-là qui m'intéressait le plus. Mais c'est une partie on sait qu'on va pas toucher tout de suite parce que forcément, il faut prendre de l'expérience, il faut avoir vu beaucoup de choses pour vraiment pouvoir se dire je vais donner des conseils. Donc moi, j'attends quand même, au moment où je me lance, j'ai quand même 7 ans d'expérience derrière moi dans la déclaration, etc. Donc voilà, c'est à ce moment-là où je me dis, bon, je pense que je suis assez crédible pour pouvoir vendre du conseil et puis juste me sentir assez en confiance, moi, pour le faire. Parce que au-delà de comment les gens le voient, c'était moi, comment je le sentais surtout. Est-ce que je me sens aujourd'hui de donner des conseils à d'autres entreprises sur la douane? Donc voilà, à partir de ce moment-là, je me décide de me lancer uniquement dans le conseil. Je me rends compte aussi qu'il y a une vraie problématique quand je travaille sur la création du service douane et après, du coup, qu'on commence à travailler avec les clients. Il y a énormément de lacunes dans beaucoup d'entreprises sur les connaissances douane de base et c'est compliqué parfois de les aider en étant leur déclarant en douane, leur transitaire. On les aide comme on peut Mhm. forcément, mais vu le volume de demandes, le nombre de choses qu'il y a à traiter au quotidien, de se concentrer sur la partie conseil, ça reste assez dur. On peut aider sur certaines petites problématiques, certaines choses, mais on va rester en surface. On va pas aller dans un réel accompagnement. Soit les clients n'en veulent pas vraiment, soit on n'a pas trop le temps. C'est compliqué. Donc vraiment, moi, c'était de comment on remédie à ce problème, en fait, comment j'essaye de pallier à ça et de pouvoir. J'avais vu que voilà, des consultants externes en douane, ça existe. Je peux me lancer là-dedans. Donc, je pars vraiment sur la partie conseil. Je suis toujours sur la partie conseil. D'ailleurs, ça n'a pas Ok. changé depuis. Et là, je me confronte à une nouvelle problématique au courant fin d'année 2024, on va dire. C'est sur le format de consultant basique, on va dire. Un consultant, on vient le voir, on lui explique sa problématique, il nous fait un devis, on commence à travailler avec lui, la mission est terminée et on s'arrête. Voilà. Bon, c'est une question justement que j'avais. Donc, au début, quand tu commences, c'est quoi? C'est une facturation à l'heure ou c'est un devis pour une mission? Par exemple, je dis Marie, j'ai besoin de passer l'OEA. C'est quoi? C'est un Hmm. devis sur un certain nombre d'heures et après ça s'arrête, c'est ça? À la base, Ouais, c'est ça? alors C'est moi prévu? je fonctionnais effectivement soit la journée, soit la mission. C'est vrai que vu que c'était le début d'activité, on va dire que j'avais pas une grille tarifaire établie à ce moment-là. C'était bah, surtout bon, voilà ce que le client me demande, voilà ce que je peux lui facturer, ce qui me semble cohérent de lui facturer. Donc c'est vraiment voilà une demande, on fait un petit audit, on va voir un petit peu ce qui est en place, ce qu'il faut mettre en place, et là on fait un devis justement soit à la journée, soit selon la mission. Voilà, c'est vrai que des fois c'était des petites missions, des choses assez courtes, donc j'allais facturer sur la mission, etc. Ça dépendait vraiment des demandes. Mais c'est vrai que moi, ça m'apportait du coup pas trop de visibilité sur ce qui allait se Mhm, passer derrière. mhm. Je me retrouvais vite à me dire bon, là j'ai des missions ce mois-ci, le mois prochain comment ça va être, etc. J'ai pas de visibilité, j'ai
de la récurrence, mais oui et non, parce que oui, j'ai des clients qui reviennent, qui me disent, bah voilà, là j'ai une nouvelle problématique, j'aimerais bien que tu m'aides là-dessus, on refait des devis, etc. Mais c'est une récurrence qui est un petit peu compliquée. Et justement, sur le modèle de mon copain qui, lui, travaille en fait sur des missions longues, j'essaye de me dire comment je peux rendre ça en fait mission longue, on va dire. C'est vraiment comment on peut apporter cet aspect consulting douane sur du long terme et sécuriser un petit peu moi mes opérations et puis mes clients aussi, les accompagner vraiment sur quelque chose de plus serein et plus long terme. Donc je réfléchis un petit peu à ça et je me penche sur des solutions d'abonnement. C'est quelque chose qui existe peu dans le réglementaire. Je sais qu'il y a Mm. des cabinets d'avocats qui commencent à le faire, etc. Mais dans des domaines réglementaires, c'est quand même assez peu connu, peu vu en fait, tout simplement. Et le but, c'est de vraiment avoir un abonnement mensuel. Donc une entreprise paye un abonnement mensuel et on va dire à un responsable douane ou référent douane Mm. sur la partie plus conseil, optimisation, conformité, à disposition tout le mois. Donc le client me fait des demandes en fait au fur et à mesure selon ses problématiques. C'est des demandes que je prends en charge dans les 12 heures, qu'on traite ensemble, etc. Et donc ça peut être plein de problématiques différentes. Ça peut être de la gestion quotidienne, ça peut être vraiment des problématiques et des besoins plus long terme, mettre en place des régimes particuliers, mettre en place des garanties, des choses comme ça. On avance au jour le jour et en fait le but c'est de vraiment être intégré au maximum au quotidien de l'entreprise, voir comment ils travaillent, comprendre leurs besoins, etc. Et de vraiment pousser l'accompagnement au plus loin en fait et d'avoir une vision plus long terme que juste on a un problème, on règle ce Ouais. problème et voilà. Mais C'est vraiment d'essayer d'aller plus loin là-dedans. Donc c'est j'ai cohérent. lancé. C'est Hmm. vraiment, je trouve ça très cohérent parce que c'est sur des vrais projets précis, comme je disais, l'OEA, ok, c'est tant d'heures. Hmm. Mais je pense que les sociétés aujourd'hui, elles ont besoin, même des fois, d'un petit conseil, ce que tu C'est disais, ça. et on va pas chiffrer un petit conseil, je sais pas, un call de 10 minutes. Et je pense qu'avoir déjà, moi, ce que j'aime bien sur l'abonnement, parce que tu sais que moi aussi, avec mes Hmm. sociétés, j'ai pas mal de prestataires externes. Ce que j'aime bien avec l'abonnement, c'est qu'il n'y a pas de surprise. C'est ça. Alors, des fois, tu l'utilises pas assez, des fois, tu utilises un peu Hmm. plus, mais tu peux budgéter. Tu sais que tous les mois, ça te coûte tant à l'année. Donc, déjà, ça, je pense que c'est un point positif. Et en tout cas, non, ce suivi, en tout cas, moi, je trouve ça hyper intelligent d'avoir ce suivi finalement quotidien ou hebdomadaire. Enfin, et Hmm. l'entrepreneur, enfin, la société sait que voilà, j'ai Marie qui est là. Dès que j'ai une question, je vais pouvoir lui poser la question. Contrairement effectivement à son commissionnaire qui, lui, est déjà occupé à faire pas mal de douanes, si j'ai bien compris, pas mal de déclarations. C'est ça en fait, effectivement, il y a peut-être moins cette disponibilité. Donc après, c'est pas tous les commissionnaires. J'ai eu des clients qui effectivement avaient des besoins très spécifiques sur des questions très pointues, mais Mhm. avec leur commissionnaire en douane, ça se passait très bien sur la gestion Mhm. quotidienne. Ils étaient très bien accompagnés. Donc il y a des cas où ça se passe très bien comme ça, mais il y a d'autres cas effectivement où là c'est plus compliqué. Donc moi, je vais vraiment intervenir sur ces cas-là, on va dire. Je travaille aussi beaucoup avec des commissionnaires de transport, justement, qui, eux, externalisent la partie douane, donc ils ne font pas de déclaration pour leurs clients, mais qui, forcément, ont des questions douane de leurs clients. Ok. Donc, généralement, ce sont des commissionnaires de transport qui vont travailler avec des transporteurs qui font, eux, la douane. Donc, là, c'est beaucoup plus compliqué pour avoir des réponses, pour avoir un accompagnement, parce que, bah, on n'est pas finalement, on va dire, un client direct du transport, on est un intermédiaire, donc pour être accompagné et être aidé par la personne qui fait la déclaration en douane, ça Mhm. devient beaucoup plus compliqué. Donc c'est vrai que je travaille aussi avec des commissaires de transport et ça se passe très bien et justement eux c'est vraiment sur apporter cette expertise douane dans leur entreprise qu'ils n'ont pas en interne tout simplement. Donc du coup de pouvoir les accompagner sur des propositions pour les clients, les problématiques de leurs clients, leurs problématiques de process interne à eux avec leurs transporteurs, vraiment pouvoir intervenir sur beaucoup d'aspects douaniers quotidiens, on va dire. C'est vraiment ça aussi. Ok, bah écoute, moi c'est hyper clair sur la prestation là en tant que freelance. Donc on le précise Mm. pour ceux qui écoutent, ça fonctionne toujours, hein, vous pouvez appeler Marie. En plus, il y a un abonnement qui est encore. Tout à fait. Moi j'avais une petite question. Alors, t'es pas obligé de nous donner tous tes tips mais comment tu fais pour trouver tes clients? Bon, je sais que moi je t'ai connu via LinkedIn, donc j'ai vu Mm. qu'il y a pas mal de communication. Est-ce que c'est le seul canal d'acquisition, tes posts LinkedIn, ou est-ce que tu as des clients qui viennent tout seuls, ou est-ce que tu es allé chercher, tu as ciblé un peu Alors, c'est vrai que au début, donc LinkedIn et aujourd'hui encore, c'est vraiment le canal principal d'acquisition pour moi. Je poste régulièrement sur LinkedIn, c'est quelque chose qui me plaît énormément en plus à faire, de créer les posts, de pouvoir répondre aux personnes.
Le but, c'est vraiment, bah voilà, dans mes posts, d'essayer de démystifier un petit peu la douane et expliquer la douane à tout le monde, en fait, que tout le monde puisse comprendre certains termes. Donc, ça passe par de la veille réglementaire sur des points très précis, ça passe sur de l'actualité douanière. Il va y avoir pas mal de choses comme ça. Donc, ça reste mon principal canal d'acquisition. C'est vrai qu'au début, c'était aussi de la prospection de ma part sur des corps de métier très particulièrement. Donc, aller voir les avocats spécialisés en droit douanier qui parfois ont besoin de sous-traiter des dossiers, des cabinets de conseil qui ont aussi besoin de sous-traiter des dossiers. Donc, c'est vrai que pour prendre de l'expérience directement et de pas avoir à agir en son nom et trouver ses propres clients pour démarrer en tout cas dans le conseil, que ce soit dans la douane ou autre, hein, d'ailleurs, c'est vraiment pour démarrer dans le conseil, de passer par de la sous-traitance via des cabinets ou des avocats comme ça ou cabinets de conseil, c'est super intéressant aussi. Donc moi, c'est aussi ce qui m'a aidé à pouvoir me lancer au début. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est vraiment majoritairement LinkedIn en fait, et les gens me trouvent sur LinkedIn et vont me faire des demandes via ça. Enfin voilà, ils ont vu passer un post, quelqu'un leur envoie envoyer un post, ça se passe vraiment vraiment là-dessus quoi. Donc c'est super intéressant d'avoir ça. Ça Moi, prend un peu de temps à faire, mais c'est un plaisir à faire honnêtement moi de mon j'aime bien côté. ce Et que tu puis, ça fais. fonctionne. Bah, j'ai vu les derniers que tu as fait. En fait, j'aime bien quand vous arrivez à vulgariser quelque chose de compliqué. Parce qu'il faut se dire quand même, je sais que tu es passionné, mais pour Mm, nous qui sommes dans le monde normal, hors douane, c'est quand même hyper compliqué. Et mm, c'est pas souvent fun et sexy. Et c'est vrai que vous arrivez, je parle de vous parce que j'avais reçu Loïc de Custom mm, Bridge, que tu connais sûrement. tout à J'ai fait. reçu encore comment ça, Arnaud de Nabu. Enfin voilà, vous arrivez à nous intéresser sur des sujets un peu techniques. Et donc voilà, tes posts que tu fais sur LinkedIn, ils sont top. Et en plus, ils sont techniques. Tu vois, la Mm. dernière fois, tu parlais de crédit Sur d'enlèvement. les garanties, ouais, Ouais, effectivement. c'est des choses que moi j'ai vues même en transit quand je suis passé, on m'avait jamais vraiment expliqué, tu vois. Donc merci pour ça, merci pour ta présence sur C'est, LinkedIn. ouais, Continue, en tout cas, t'as toute, moi je continue de te suivre et je pense que ouais, je suis pas le seul. non, mais c'est cool, ça fait plaisir en tout cas. Et ouais, c'est vraiment ça le but, que la personne voilà, lise un post et se dise, j'ai déjà entendu parler de ça, mais je sais pas ce que c'est. Et qu'à la fin, elle ait lu le post un petit peu et se dise, ok, j'ai à peu près compris ce que c'était, ça me parle maintenant. Si on me parle de ça, je sais de quoi on me Mhm. parle, quoi. C'est vraiment ça. On rentre pas dans les détails forcément trop contraignants et trop techniques. C'est pas le but. C'est vraiment de faire comprendre à quelqu'un qui n'est pas dans la douane qu'est-ce que c'est les biens double usage, qu'est-ce que c'est les garanties, qu'est-ce que c'est un régime particulier. Donc voilà un petit peu. Mais en tout cas, c'est pour moi ce canal d'acquisition qui fonctionne le mieux et qui est super intéressant pour moi. Bon, ouais, si je vais faire un podcast un de ces jours sur LinkedIn j'aimerais avec plusieurs invités, peut-être Mmh. qu'on en discutera parce que moi aussi c'est un canal Avec plaisir. d'acquisition que j'ai utilisé depuis ça fait plus de 7 ans. Mmh. À l'époque, bah, que ça soit les formations, même le recrutement à l'époque, c'est 100% des clients et des leads entrants, c'était LinkedIn. Aujourd'hui, je trouve que le reach a un peu baissé, on pourra en discuter, mais ça reste hyper intéressant. Ouais, Et sur Cargo Family, c'est quand même un de nos principaux bah ouais, canaux au moins, peut-être pas d'acquisition, mais de visibilité. Donc ouais, je pense que c'est aujourd'hui, tout le monde a compris que LinkedIn, on peut pas s'en passer. c'est ça. Et Et donc en tout vraiment, cas, faut le faire. Si vous le faites, faites-le bien. Mais en tout cas, toi, ce que tu fais, Marie, c'est top. Donc c'est pour ça que tu es merci. là, hein, de toute façon. C'est pour ça que je t'ai invité, que je t'ai choisi parmi parmi les nombreux, non, parmi les quelques personnes qui voulaient venir parler douane, en tout cas. Euh, Malgré tout, là, on a l'impression que c'est top. Donc t'es à Montréal, si je résume. Ça C'est y ça. est, à ton activité de freelance, ça marche. Tu as trouvé des clients. En plus, tu as mis en place un système d'abonnement, quelque chose d'assez novateur. Il y en a peut-être d'autres, mais moi, j'en connais pas. Mais tu t'arrêtes pas là. Exactement. Donc, c'est vrai que du coup, donc avec mon copain, on va dire qu'on va avoir un profil un peu similaire dans la façon de travailler. Donc lui est freelance, moi aussi, et on a cette envie d'entreprendre toujours un peu plus. Donc c'est oui, c'est bien ce qu'on fait, mais on pourrait faire encore plus. Mhm. Et en fait, on a envie d'entreprendre, notamment dans le secteur de la douane, parce que c'est vrai que c'est un secteur aujourd'hui où il y a plein d'opportunités, il y a plein de choses à faire, plein de choses à améliorer. Donc voilà, on réfléchit un petit peu et on a une opportunité qui se présente à nous. On rencontre dans notre immeuble où on vit à Montréal, donc dans notre condo, qu'on appelle là-bas, un de nos voisins en promenant nos chiens, donc complètement aléatoirement. On discute un peu et on se rend compte que lui est développeur full stack et est hyper intéressé par l'IA. Donc au fil des discussions, on lui explique un peu, bah voilà, ce que mon copain fait, ce que moi je fais, etc. Notre envie d'entreprendre dans ce domaine, et on se rend très vite compte que
on pourrait former une très bonne équipe pour entreprendre dans ce domaine-là. C'est-à-dire qu'on a un profil du coup, moi, douane purement métier, qui est intéressé dans la réglementation, etc. Donc qui peut apporter cette casquette métier. Mon copain qui lui est product designer, donc qui est vraiment spécialisé dans les interfaces utilisateurs, comment rendre ça pratique pour l'utilisateur, comment ça rendre ça beau pour l'utilisateur. Et notre troisième associé du coup aujourd'hui, Gatien, qui lui est développeur full stack, qui a vraiment un attrait pour l'IA, qui s'intéresse énormément à ça. Donc on se dit bon, on commence un petit peu à avoir une dream team là qui se Pas mal, hein, c'est pas mal, hein. Le côté design, métier tech, c'est pas mal, hein. C'est ça. Donc, on se dit, effectivement, entreprendre dans la douane, ça peut être une super opportunité. Il y a énormément de choses à faire, donc pourquoi pas. Se pose très vite la question de, il y a beaucoup de choses dans la douane, effectivement, mais il y a un plan principal, c'est la déclaration en douane. Mm. Donc, aujourd'hui, moi, ils veulent un petit peu, le but pour qu'on trouve une idée, c'est, je parle du métier, on essaye de voir ce qui peut être amélioré, Mm. effectivement, et est très vite arrivée la problématique de la saisie de la déclaration en douane qui prend beaucoup de temps, qui est assez fastidieuse, qui est assez longue. Et c'est vrai qu'on regarde un petit peu ce qui se fait aujourd'hui sur l'accompagnement et l'automatisation de la saisie. Et nous, on réfléchit aussi à cette idée-là. Et le but pour nous, ce serait vraiment de se spécialiser là-dedans et d'automatiser en fait la saisie des déclarations en douane via l'extraction de documents et via l'intelligence artificielle. Donc voilà, on commence un petit peu à travailler sur ce projet pendant plusieurs mois, hein, effectivement, et on arrive en fait à créer quelque chose d'assez intéressant aujourd'hui. Donc, Le- spoiler, nous ne sommes pas encore lancés grand public, c'est ok. prévu pour cet été, voilà, Et je donc, dis le directement. projet, il est comment? Alors, il est finalisé, le produit est prêt. Est-ce qu'il y a un Alors, nom? Euh, oui, le nom donne-moi un peu déjà, c'est d'infos là, tout à croustillantes. dit, le nom. Donc le nom, c'est Douana IA. Ok. Voilà, donc moi c'est vrai quand j'ai lancé ma société de consulting, c'était donc je suis en auto-entrepreneur de mon côté Marie Barbasso, mais il y a l'image de la marque, on va dire Douana. Et on Mhm. se dit pourquoi aller chercher plus loin? On a déjà une identité, quelque chose qui Oui. existe, partir sur Douanaya tout simplement. Donc voilà, aujourd'hui on a notre produit, on travaille sur le produit avec des design partners, donc avec des déclarants en douane. On Mhm. fait des focus group avec eux, on avance sur le produit et effectivement là on lance la bêta fermée. Donc le but c'est de travailler en fait avec des déclarants en douane qui ont été sélectionnés avec nous pour pouvoir améliorer le produit en fait et le proposer grand public du coup d'ici cet été, début septembre. Voilà, c'est vraiment ça le but, d'améliorer le produit avec eux et de travailler avec eux là-dessus. Donc là, on est une vraie, on peut le dire, on a une vraie exclue là sur Cargo Family, c'est une vraie exclue. Ça. Doanaya qui sort bientôt. Alors, je te remercie parce que tu m'as envoyé il y a quelques semaines ou jours là, le lien. Et vraiment, sincèrement, j'ai regardé l'UX, donc pour ce qui est Mm. l'expérience utilisateur, que ça soit le design, donc lui aussi. Donc le design, Mm. franchement, Très beau boulot de ce ouais, c'est côté. du gros boulot. Donc tu C'est diras bon, bravo à monsieur. Mais C'est vraiment, Adèle, du coup. Ouais, effectivement, j'ai mais parlé de Gatien, mais il y a Adèle aussi qui est sur la Adèle, partie bah, franchement, design. Adèle, gros boulot, vraiment. Et en tout cas, voilà, quand ça sortira, bah, vous irez voir. Et en tout cas, voilà, le design est hyper beau. Et vraiment, je sais ce qu'il en est parce que Cargo Family, c'est pareil. J'ai pendant longtemps cherché des gens pour créer le site, pour faire du design. C'est pas, on réalise pas à quel point c'est difficile de faire de la qualité. On tombe sur des sites internet, mais c'est du temps, c'est des vraies compétences. Donc, en tout cas, il s'annonce très beau. Mm. Techniquement, je connais moins, donc c'est pas, je serais pas légitime pour juger, mais j'attends. Donc là, en tout cas, il y a des bêta testeurs, hein, c'est ça? C'est C'est des ça, gens exactement, ok. ouais. Avec qui on améliore le produit, tout à fait. Donc là, normalement, c'est quoi l'idée? C'est de conquérir le marché français ou canadien ou Non, en fait, nous, on est vraiment basé sur la France. Moi, c'est vrai que je ok, travaille avec des clients français, que je connais les réglementations douanières françaises. Donc, on est resté vraiment sur un marché en France. Notre société est en France. Donc, voilà, nous, on est vraiment pour l'instant sur un marché France. Europe, on ne dirait pas non à l'avenir. On va bien se sûr, concentrer sur un pays à la fois. marché français. Ok. Et donc, qu'est-ce que vous amenez concrètement? Tu sais, souvent on parle d'IA et on a du mal des fois à savoir. Ok, c'est bien beau lire, mais qu'est-ce que ça fait? Donc concrètement, votre logiciel, qu'est-ce qu'il amène Mm. de plus? Alors, nous, du coup, ce qu'on va faire en fait avec Douanaya, c'est vraiment partir donc de l'extraction d'informations et de données sur les documents.
Donc, que ce soit des packing lists, des factures, des documents de transport et surtout n'importe quel type de document. Donc, il n'y a pas besoin de paramétrage, de masquage, etc. sur les factures. Donc, ça veut dire d'expliquer un petit peu à la machine comment fonctionne la facture. Le but, c'est de vraiment mettre ces documents tels quels, indiquer ces instructions de douane. Donc, on reçoit toujours, quand on reçoit une demande de dédouanement, des instructions. Et donc, avoir cette extraction qui va être faite et justement utiliser l'intelligence artificielle pour, avec ces données de documents, avec les données d'habitude du déclarant en douane et du client, pouvoir remplir toute la déclaration en douane. Donc, il y a toujours la vérification humaine, que ce soit au moment de l'extraction ou au moment de la validation de la déclaration qui va être présente et qui est obligatoire. Mais le but, c'est que vraiment, voilà, grâce à l'intelligence artificielle, on ne va pas remplir que certaines cases de données qu'on a trouvées dans le document, mais qu'on puisse vraiment enrichir en fait la déclaration et d'aller à l'étape d'après, d'aller vraiment à juste, on a la déclaration, on peut valider finalement. C'est vraiment ça le but avec Douane.IA. Enfin, Ok. c'est le but, c'est ce qui se passe, tout simplement. Bah écoute, non, de toute façon, j'en avais parlé un peu avec quelques invités aussi. Je crois que l'IA aujourd'hui, on a compris qu'ils va supprimer les tâches un peu chronophages. Dans la douane, on a compris, c'est la saisie. C'est ça. Euh, donc c'est en cours, ok. Bah moi, je suis impatient de voir un petit peu ce que ça va donner. En tout cas, je pense que avec tes posts LinkedIn, on va suivre ça de près. Tout à fait, effectivement, on communique pas mal sur LinkedIn, sur l'avancement. On a aussi cette stratégie un petit peu de build in public, donc vraiment de montrer un peu ce qu'on fait, où est-ce qu'on en est, etc. Et on va dire d'essayer de partager ça au maximum en fait avec les personnes. C'est vrai qu'on travaille beaucoup avec d'autres déclarants qui ont déjà vu le produit, ont pu un petit peu le voir, etc. Donc on essaye vraiment d'être le plus ouvert possible sur comment on travaille, comment on avance avec tout le monde pour aller là-dessus quoi. Donc c'est quelque chose d'assez intéressant. Donc si vous voulez en voir plus, vous pouvez venir sur LinkedIn. On Ça poste marche. tout ça. Tiens, petite question technique que je vais te poser que j'ai oublié. Est-ce qu'aujourd'hui, ce logiciel, pour l'instant, il va se plugger ou il va se linker, je sais pas comment on dit, avec avec les opérateurs de dédouanement qui sont Connex, Akanea, Okiduty ou d'autres? Ou est-ce que c'est amené à faire aussi plus tard peut-être des déclarations? C'est quoi la... Effectivement, dans un premier temps, le but, en fait, c'est de vraiment, à la fin, on va dire, de l'utilisation du logiciel, pouvoir avoir un fichier à télécharger qu'on peut ouvrir sur n'importe quel logiciel de dédouanement. À terme, on est effectivement en discussion avec les douanes sur l'agrément EDI. On a commencé les processus, donc à terme, le but, ce serait, j'espère, dans l'année, Oui. pouvoir avoir l'agrément EDI du coup et de pouvoir être en relation directe avec les douanes. Donc aussi exclu Cargo Family parce qu'on n'en a pas encore parlé de ça, mais effectivement de pouvoir avoir l'agrément EDI, ce qui veut dire envoyer les déclarations directement aux douanes et que les douanes puissent nous répondre directement. Donc Wow. voilà un petit peu où on en est et ce qu'on souhaite surtout pour cette année-là. Wow, beaucoup de boulot. Je sais pas si les gens imaginent, mais c'est beaucoup de boulot. Alors, je vais même pas parler de l'IA pour entraîner son IA à remplir. Mais bon, j'imagine que les journées sont pas trop courtes. C'est pas C'est trop oui, long. bien chargé, effectivement. Pas trop longue, lapsus. Ok, bah écoute, moi c'est hyper clair. Franchement, Mhm. vraiment, c'est pour ça que j'ai créé ce podcast-là. C'est pour découvrir des parcours. Et regarde, Marie, t'es encore toute jeune C'est ça. euh, et t'as déjà fait toutes ces choses-là. Et quand on dit que dans le transport, oui, le transport à la base, le transport, la douane, c'est pas des mots qui font rêver, mais Mhm. pourtant, il y a des vrais parcours de vie. Alors, t'imagines quand on fera un podcast dans 20 ans, tout ce qu'on aura à se raconter? Exactement. Non, mais vraiment, c'est un domaine où, effectivement, on peut le voir très réglementé, un petit peu fermé, un petit peu vieille école, mais il y a tellement de choses à faire. C'est vraiment, on peut avoir plein d'opportunités dans ce domaine-là. Faut vraiment pas hésiter, justement, à observer ce genre de domaine qui n'attendent qu'une chose, c'est que des gens viennent entreprendre, innover, et surtout des gens de ce domaine-là, c'est hyper intéressant. Donc, franchement, moi, j'adore. En tout cas, j'adore ce domaine-là. C'est Et super comme on dit, hein, intéressant. step by step, vous avez vu, allez-y step by step. Tout à Si vous fait. bossez bien, si vous êtes impliqué, franchement, il n'y a même pas besoin d'être Être très curieux d'être aussi. meilleur, curieux, ah ouais, curieux, impliqué, Mmh, consciencieux, et en vrai, ça suffit pour monter. Et regarde, pour c'est ça. finir, voilà, vous avez comme ça pour finir comme Marie, franchement, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Bon, en tout cas, non, c'était un plaisir de parler douane. J'espère que les gens vont me dire, mais Mathieu, vraiment, je ne suis pas un ancien déclarant douane, je n'ai jamais fait de douane, c'est vrai, hein, c'est un secteur qui à la base, voilà, avec qui j'ai travaillé, collaboré, mais pour Mmh. lequel j'avais pas forcément d'intérêt. Et je suis content de partager avec vous.
en tout cas. Ouais. Merci Trump et Mathieu pour la pub. C'est un petit Ouais. peu ça en ce moment. Bon, c'est ce que me disait Loïc Poiseau de Custom Bridge aussi. Bon, je désolé, je les cite, mais c'est voilà, c'est les copains. Il me disait que Trump, c'est leur meilleur commercial en fait. Ah bah oui, clairement, c'est totalement vrai. Et on en parle, et depuis on en parle de plus en plus. Donc j'espère que ça va t'amener plein de clients. Marie, en tout cas, on te suit vraiment sur LinkedIn. Je pense oui, si quelqu'un veut te contacter, c'est sur LinkedIn par J'ai message privé. LinkedIn, j'ai le lien sur mon site pour prendre un rendez-vous aussi directement avec Ellen Lee. Donc voilà, il y a tout sur mon LinkedIn, en tout cas, pas hésiter. Bon bah écoute, en tout cas, merci beaucoup. C'était un plaisir de Merci à toi. t'avoir. Je te dis à bientôt. Pour le reste, prochain podcast Cargo Family à prévoir très bientôt. On reçoit les prochains épisodes, on reçoit une responsable de service qui fait du transport d'œuvres d'art avec une anecdote assez incroyable d'un tableau livré chez Lenny Kravitz, voilà pour spoiler un petit peu, et un responsable d'agence qui fait du transport d'animaux vivants entre la Bretagne et la Chine. Donc tu vois voilà, ça va être assez varié et il y aura un peu de douane aussi forcément. Bon, à Merci bientôt Marie. beaucoup. À bientôt. Bonne journée. Ciao ciao. Merci, bonne journée.